Nations, dont leader pour la paix. Vous êtes en quelque sorte dans une position de sage, c'est-à-dire que la réflexion, la prospective, les analyses, est-ce que cette image vous sied? Écoutez, c'est en effet un peu la situation de l'expérience, hein. Au fond, j'ai beaucoup circulé dans l'action publique et dans l'action privée sur le plan international, et aujourd'hui, je suis mobilisé sur les questions un peu de géopolitique. Et puis, il y a de quoi faire en ce moment, puisque, au fond, notre situation est quand même globalement grave et tendue. Et donc, Justement. il est passionnant de s'intéresser non seulement aux questions de développement, mais aussi aux questions liées à l'équilibre du monde et, au fond, à la paix qui doit être quand même l'objectif de toute gouvernance mondiale. Alors, concrètement, aujourd'hui, avec cette épidémie, pour ne pas dire pandémie, comment voyez-vous le monde d'après? C'est-à-dire que, même s'il y a énormément d'incertitudes qui pèsent sur cet après. Je pense que ce monde d'après sera marqué durablement par la tension, les conflits entre les États-Unis et la Chine. Déjà, à la fin de 2019, avant la crise du Covid-19, nous étions dans une situation de guerre commerciale, mais aussi, avec l'affaire Huawei, de guerre technologique. Cette crise, alors qu'on aurait pu penser, certains l'ont pensé, qu'elle rapprocherait par nécessité les deux grandes puissances, au fond, on voit bien que cette crise aggrave la tension, aggrave l'agressivité, voire la brutalité entre les deux pays. Les services de renseignement américains accusent la Chine accuse les États-Unis d'avoir importé à l'occasion des Jeux militaires de Wuhan le virus en Chine. On est là dans une situation où, au-delà de la communication, c'est la propagande qui règne. Et puis, on voit bien que tout ceci va avoir des conséquences géopolitiques majeures. Donc, c'est ça le nouveau contexte, c'est cette lutte entre les deux grandes puissances qui va faire que s'accélérer. Le président Trump étant le représentant de la première puissance du monde encore aujourd'hui, mais n'acceptant pas au fond de jouer un rôle international majeur, il est dans une logique d'America First qui devient progressivement America Alone, et c'est le numéro 1 qui ne veut pas jouer son rôle de numéro 1, et le numéro 2 qui aujourd'hui prétend, par ses initiatives, jouer un rôle majeur, voire le rôle de numéro 1. Donc on est vraiment dans ce qu'on a appelé le piège de Thucydide, c'est-à-dire le numéro 1 qui n'accepte pas l'émergence du numéro 2, le numéro 2 qui veut prendre la place du numéro 1. Et ça, c'est notre paysage pour les années qui viennent. C'est-à-dire que cette rivalité géopolitique cache aussi des impacts, ou en tout cas un impact extrêmement fort des conséquences économiques de ce qu'on vient de vivre, c'est qu'à l'arrêt entre 85 à 95% de tous les secteurs de l'économie du monde, c'est qu'on est au cœur d'un collapse. Est-ce que le monde va pouvoir supporter cette tension dans un moment de crise majeure? Je pense que ça va être en effet très difficile et qu'il y a des perspectives qui sont quand même inquiétantes, voire quelquefois angoissantes. Parce qu'on voit bien que cette pandémie est mondiale et au fond, on apporte des stratégies d'éradication nationales. Et donc, premier sujet, comment avoir une vision mondiale de l'éradication mondiale? Car tant qu'un pays sera encore infecté, il n'y aura pas de libération globale des échanges. Au fond, on va être toujours aligné sur le continent le plus en difficulté. Et donc là,
il y a un premier problème qui est un problème, je dirais, de gouvernance mondiale et d'abord une sorte de multilatéralisme sanitaire qu'il nous faut renforcer. On a vu les forces et les faiblesses de l'OMS. Il faut aujourd'hui avoir une stratégie mondiale pour éradiquer mondialement une pandémie mondiale. Ça, c'est le premier des grands sujets. Ensuite, naturellement, va se poser toutes les questions de développement continent par continent, avec en numéro un la crise africaine. On voit absolument. Bien, absolument. Concernant l'Afrique, aujourd'hui, on voit c'est des pays qui vont vivre une crise encore plus forte quand on sait que 85% de la population vit du secteur informel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que peut-on faire? Notamment, certains parlent de reporter ou d'annuler la dette des pays africains. Est-ce que vous pensez que c'est une option envisageable et réalisable? C'est une option envisageable et réalisable. Elle est probablement nécessaire parce que non seulement elle est nécessaire pour donner une perspective au continent africain, mais elle est aussi nécessaire pour que chaque pays qui aujourd'hui est présent en Afrique fasse les efforts nécessaires. Il est évident que on ne peut pas, par exemple, avoir un continent comme la Chine qui n'accepterait pas de faire les efforts que les autres vont faire. Autrement, ça voudrait dire que, par exemple, les efforts européens serviraient à enrichir la Chine. Ce sont des choses qui ne sont pas possibles et donc il faut vraiment que nous ayons une coopération équitable et je crois que ce sera naturellement la vision qu'on devra avoir avec la Chine, avec les États-Unis et avec l'Europe. Donc, je pense que c'est une bonne stratégie que d'abord de pouvoir éliminer la dette, mais d'une manière générale, d'abord, il faut, je crois, éviter de faire les erreurs du passé. Donc, il ne faut pas qu'à cette crise-là, on apparaisse comme ayant une solution qui soit hétérogène à l'Afrique. Il faut que l'Afrique porte elle-même sa solution. D'autant plus que l'Afrique a fait des efforts considérables en matière de multilatéralisme régional, aussi bien avec l'Union africaine, avec ses forces et ses faiblesses, qu'avec les subdivisions régionales. Donc, je pense qu'il y a là un point très important. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'avoir une aide de l'extérieur pour l'Afrique, il s'agit d'avoir un programme africain mené par les Africains auquel contribue l'ensemble du monde. Et donc ça, cette approche-là, elle est nécessaire et elle doit être d'une certaine manière assez nouvelle. Ça veut dire qu'on a au moins 3 sujets d'urgence qui sont à construire. 1, la crise sanitaire, 2, la crise alimentaire, 3, la crise économique. Et sur ces 3 sujets-là, il nous faut travailler à court terme, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des revenus dans la population africaine pour qu'il puisse y avoir une lutte contre l'extrême pauvreté. Mais en même temps, il faudra aussi penser au moyen et au long terme avec les questions d'infrastructure. Donc, je pense que vraiment, il nous faut une sorte de grand projet africain porté par les Africains auquel doivent contribuer l'ensemble des continents du monde. En attendant, qu'aujourd'hui, on voit cette espèce d'endettement et surtout les impatiences sociales. Parce que peut-être le désordre qui va s'installer va peut-être nous créer une deuxième vague de désordre liée à la pauvreté et à la paupérisation. Et ce drame va peut-être accentuer encore les crises à venir. Comment opérationnaliser les idées? Parce que je crois que la sortie de la crise, pour l'Europe comme pour l'Afrique, ça va être la lutte contre la pauvreté. Je pense que c'est la cohésion sociale qui risque d'exploser dans cette situation. Et donc là, on a besoin de l'innovation, des technologies, on a besoin de tout cela. Mais le fond de l'affaire, ça va être la lutte contre la pauvreté.
Et de ce point de vue-là, il faut faire en sorte que l'argent qui puisse être dégagé, que ce soit par l'allègement de la dette ou par toutes sortes de contributions, il faudra que ça aille aux Africains. De ce point de vue-là, il va falloir trouver les process qui sont des process vraiment d'éradication de l'extrême pauvreté. Il y a des perspectives nouvelles qui sont quand même globalement intéressantes. Je voyais dans les études, par exemple, la place aujourd'hui du paiement par téléphone, c'est-à-dire au fond cette capacité qu'a chaque Africain ou quasiment de pouvoir payer par téléphone, ça veut dire qu'on peut envoyer de l'argent à la base aujourd'hui par ces moyens-là. Ça veut dire qu'il peut y avoir des soutiens à la consommation qui vont directement aux gens qui tiennent le téléphone et non pas par des courroies qui sont des courroies administratives, bureaucratiques, plus ou moins corrompus, comme dans tous les pays, que tout ceci peut être dangereux. Et les canaux de distribution des moyens sont aujourd'hui quelque chose de très important. Donc, il y a des atouts, la notion de solidarité, la coopération multilatérale, les moyens de télécommunication et notamment de paiement, je dirais, populaire. Tout ça fait qu'on doit approcher la période qui vient comme une période d'abord et avant tout de lutte contre l'extrême pauvreté. Il est clair... mais en attendant, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette temporalité. Certains disent que c'est urgent, c'est déjà trop tard. C'est que comment aujourd'hui, face à des multiples facteurs de déstabilisation liés à cette pandémie, de l'arrêt des économies, de l'économie de chaque pays, c'est qu'il y a une donne globale qui est extrêmement impactante, qui va handicaper le processus. C'est clair que nous avons une difficulté majeure, c'est-à-dire que la gouvernance mondiale sur des sujets de cette nature n'est pas aujourd'hui au point. On voit bien que les Américains ont fragilisé au maximum le système multilatéral, y compris l'ONU. Aujourd'hui, ils s'en prennent à l'OMS, ils s'en sont pris déjà à l'UNESCO, c'est-à-dire que la coopération internationale, elle est presque au niveau zéro sur ces questions-là. Ça demande beaucoup de temps et on voit bien qu'on a besoin de structures multilatérales, même si elles ne sont pas parfaites, mais dans les crises, on voit bien que là, on a des infrastructures de travail qui sont nécessaires. Néanmoins, moi, je pense qu'il faut quand même garder confiance. Il n'est pas trop tard parce que les défis sur la pauvreté sont des défis aussi de moyen terme pour le continent africain. Donc, je pense que c'est sûr que plus les choses iront vite, et mieux ce sera. Mais néanmoins, il ne faut pas je crois, se désespérer. Il faut mettre en place une coopération internationale. Je pense qu'au départ, le point de départ, ça devrait être un accord entre l'Europe et la Chine élargi aux États-Unis. Aujourd'hui, je pense que les initiatives sont à prendre entre l'Europe et la Chine. La Chine a investi beaucoup aux États-Unis. On dit à peu près sur ces 10 dernières années plus de 120 milliards de dollars. Les États-Unis sont à peu près à ce niveau-là, 100 milliards de dollars, un peu moins. On voit que ce sont les deux grandes forces de contribution et de développement de ces pays, souvent dans leur propre intérêt d'ailleurs, mais il est clair qu'avec l'Europe, ce triangle-là devrait aujourd'hui installer une gouvernance mondiale pour avoir cette stratégie de lutte contre la grande pauvreté. C'est, je pense, très important. Il y a d'autres sujets qu'il faudra développer, et je pense notamment à ce milliard de jeunes qu'il faut intégrer dans l'économie mondiale, 1 milliard de jeunes africains à l'horizon 2050. Là, on a une stratégie de moyen terme et donc je pense qu'il faut trouver vraiment une méthode, une gouvernance des process pour aider ce milliard-là à s'orienter, à se développer, à avoir accès aux structures de développement, y compris aux technologies, et que ça doit être une cause très importante. Donc, je pense que pour ce qui est du moyen terme, il y a les infrastructures d'un côté et il y a le milliard de jeunes de l'autre. Mais à court terme, c'est la pauvreté qui compte. Et de mon point de vue, la pauvreté, c'est aussi une question de sécurité. La pauvreté, c'est naturellement le réceptacle de toutes les propagandes terroristes pour recruter. Et donc, c'est aussi la source des émeutes, c'est aussi la source des déstabilisations.
Donc, la pauvreté est la première de toutes les urgences, pour des raisons éthiques, morales, mais aussi stratégiques et sécuritaires. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce couple des jeunes et des infrastructures qu'il faut mettre en place. Donc, moi, il faut aujourd'hui engager un trilogue Europe, États-Unis, Chine pour travailler à un programme africain et soutenir l'Afrique dans son programme. Est-ce que le discours de Macron qui a été fait notamment sur l'Afrique, est-ce que il ne procède pas de l'incantation parce que on sent que en réalité il y a la dimension urgence et puis ce regard au long cours. C'est-à-dire que comment aujourd'hui arbitrer entre deux calendriers, deux urgences, enfin deux alternatives, c'est que le regard répond à des urgences et s'installer dans cette vision de prospective et sur le long terme. Je crois qu'on ne peut pas vraiment sur ce sujet faire de reproches à Emmanuel Macron. Il est quand même quasiment le seul des chefs d'État au niveau mondial aujourd'hui à mettre l'Afrique dans l'agenda. Il doit naturellement, en tout début d'initiative, convaincre ses alliés européens. Je crois que ça a été son objectif, d'abord de mettre l'Afrique dans l'agenda européen. Vous savez, nous sommes plusieurs, moi je suis comme Macron sur ce sujet-là, à considérer que, au fond, notre destin est commun avec l'Afrique. C'est le destin euro-africain qui nous conduit. Et donc, il ne peut pas y avoir de situation où l'Europe serait heureuse avec une Afrique malheureuse. Donc, il est clair que nous avons un destin commun et c'est ce que fait aujourd'hui Macron par son travail à l'intérieur de l'Union européenne pour convaincre les partenaires. Je pense que fait, il faut aujourd'hui aussi aller plus loin. Et je crois qu'il faut vraiment s'adresser à la Chine. La Chine qui a fait beaucoup d'efforts pour s'implanter en Afrique avec des bons et des mauvais résultats, avec des atouts et des fragilités, avec des débats qui sont créés. Tout ceci, je pense, est important et que pour la Chine, et le moment est opportun de montrer que sa stratégie n'est pas une stratégie purement égoïste pour ses propres intérêts, mais c'est aussi pour le développement de l'Afrique. Est-ce que vous pensez que les 145 milliards de dettes de la Chine à l'égard de l'Afrique, est-ce qu'elle va pouvoir renégocier ça, envisager une manière en tout cas de se montrer généreuse à l'égard de l'Afrique? Je ne sais pas quelle sera la réaction chinoise. Ce que je sais, c'est que la Chine a aujourd'hui besoin des relations de confiance dans le monde. Elle est parfaitement consciente que son régime politique l'isole d'une grande partie du monde aujourd'hui et donc elle a un certain nombre de gestes à faire et elle avait engagé un geste stratégique important avec les routes de la soie. On voit bien qu'aujourd'hui, la priorité de l'équilibre du monde, c'est la question africaine. Et donc, je pense que tous ceux qui réfléchissent aujourd'hui doivent mesurer, comprendre et avoir l'intention d'agir pour faire face à cette urgence africaine. Et je pense que les Chinois, comme nous, savent réfléchir. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, à travers la crise que nous vivons, le capitalisme va pouvoir revoir sa manière d'appréhender cette course folle vers la financiarisation, vers cette espèce de vision prédatrice, je dirais, du monde. Parce qu'aujourd'hui, on a une occasion pour que ce capitalisme revoie son mécanisme. Je pense que dans tout système, il y a un certain nombre d'excès. Je crois que de toute façon, on aura toujours besoin dans la vie des hommes de la création de valeur. Et donc, on s'appuie sur la liberté d'entreprendre et la capacité de créer de la personne humaine, c'est un principe de base.
de l'humanisme libéral. C'est un principe qui a marqué une partie de l'histoire du capitalisme et que cette partie-là reste valable. Tous les excès que nous avons connus, en revanche, eux, devront être corrigés. C'est vrai que la mésestimation de la question de la survie de la planète, la croissance des inégalités montre que ce système tel qu'il a été bâti est un système qui a dérivé vers en effet cette financiarisation avec la recherche de gains à court terme et finalement le manque de vision à long terme. Je crois que ce qui caractérise notre monde aujourd'hui, c'est son aveuglement sur le court terme. Quand, je pense à Edgar Morin qui a souvent des formules choc qui dit quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive. Je pense que notre monde aujourd'hui est en train de dériver parce qu'il a fait de l'immédiat, y compris du profit, et l'immédiat de l'avidité fait qu'il y a eu un certain nombre de pathologies qui se sont installées dans notre système, donc il faut guérir le système. Pour moi, je pense qu'il faut continuer à croire dans la capacité créatrice de la personne humaine, donc croire en l'innovation, croire en progrès, croire à la création de valeur, mais naturellement avec des logiques qui soient des logiques à la fois de compatibilité entre l'activité humaine et la protection de la planète d'une part, et d'autre part dans le principe de fraternité qui fait que la croissance des inégalités doit être combattue. Dans ce moment inédit, et pour conclure cet entretien, quelles sont les choses qui vous préoccupent le plus et qui vont véritablement déterminer notre rapport au monde dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Ben, ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'on va voir, comme dans toutes les crises, la montée de tous les égoïsmes. Et chaque pays, chaque secteur d'activité va penser à son propre avenir et qu'il sera difficile de voir se dégager des priorités collectives mondiales dans une multitude d'intérêts nationaux et particuliers. C'est par exemple le cas naturellement de la pauvreté. On voit qu'on va avoir besoin de soutenir les PME à fond, on voit qu'on va avoir besoin de soutenir l'innovation à fond, mais la pauvreté va rester la question majeure parce que c'est elle qui aujourd'hui concentre à la fois, je dirais, nos convictions éthiques et la morale, et puis la nécessité d'avoir un monde en sécurité. Il n'y aura pas de développement dans l'instabilité et le développement des terroristes, le développement des émeutes, le développement de tout ce qui peut être aujourd'hui une agitation un peu désespérée, et je crois ce qu'il y a de plus dangereux pour le monde. Donc, notre grand combat, un combat qui dépasse les frontières, est un combat qui concerne autant la Chine que les États-Unis et qui est un combat naturellement pour l'Afrique, c'est le combat contre le désespoir. C'est le désespoir qui peut nous tuer. Et donc, on va vaincre le virus, il faut vaincre le désespoir. On l'aura compris, le combat sera contre le désespoir. Merci en tout cas, Monsieur le Premier ministre, et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. Au revoir et bon Au courage. revoir. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Bye bye.